Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans votre journal de 19 h. Voici les titres de ce mercredi 9 août. Jean-Louis Grinda sera notre invité dans quelques instants. Alors que certains profitent de l'été pour prendre des vacances, le célèbre metteur en scène d'opéra a eu de son côté des semaines très studieuses. En été, justement, on a envie de profiter au maximum de l'extérieur et du beau temps. Alors s'enfermer au cinéma, c'est vrai, on n'en a pas toujours le cœur. C'est pourquoi Monaco vous propose de regarder des films en plein air. Découverte de ces séances à ciel ouvert dans ce journal. Et puis on vous parlera de vos vacances, comment les optimiser au maximum. Y a-t-il une durée idéale pour vos congés? Focus sur tous ces éléments qui peuvent vous permettre de passer des vacances idéales avec notre invité Bastien Wagner, fondateur du site Se Réaliser. Lui s'est réalisé aux États-Unis. Nous partirons rencontrer Emmanuel Serrano. C'est un ancien étudiant de la Principauté qui est allé vivre une folle aventure outre-Atlantique pour intégrer le Berklee College. Et pour finir ce jour de la Saint-Amour, nous vous proposerons des fleurs, alors pas pour les offrir à votre moitié, mais plutôt pour les manger. Les fleurs comestibles cartonnent dans les assiettes des plus grands chefs de la Principauté. Célébrée le 9 août chaque année, la Saint-Roman est une fête traditionnelle en l'honneur de l'un des saints patrons de la Principauté. Une messe était donnée ce mercredi matin en la cathédrale, suivie d'un apéritif d'honneur dans les jardins Saint-Martin. Reportage de Vanessa Dessy et Olivier Bonello. Elles font partie des célébrations incontournables en Principauté. Chaque année, les festivités de la Saint-Roman permettent de renforcer l'identité monégasque en souvenir de ce soldat romain décapité le 9 août de l'an 258. Saint-Roman était un berger sur le Montagel qui ensuite a été enrôlé dans la Légion romaine. Et lorsqu'il y a eu le martyre de Saint-Laurent, il a été touché donc, par la grâce, je dirais, et il s'est converti au christianisme, ce qui lui a valu d'être lui aussi martyrisé. Les festivités sont organisées par le comité des fêtes de la Saint-Roman, qui souhaite honorer ce martyr et perpétuer ainsi la tradition de génération en génération. Chaque été, il y a 2 soirées qui sont organisées, avec une dégustation de soupe aux pistes et une autre de soupe aux poissons. Donc ça réunit toujours 450 personnes et des fois beaucoup plus, ce qui est quand même une somme de travail énorme. Alors nous sommes bien aidés par la mairie, qui procure pas mal de matériel. Et après, c'est les bénévoles qui doivent faire. S'il n'y avait pas de bénévoles, ça serait impossible à faire et ça coûterait beaucoup trop cher à organiser. Afin de clôturer les festivités en beauté, les membres du comité se sont réunis autour d'un verre de l'amitié en musique dans les jardins Saint-Martin. Le ministre d'État Pierre Dartout a reçu hier en sa résidence une délégation officielle japonaise conduite par M. Takagi, président de la Commission des affaires parlementaires de la Chambre des représentants du Japon. Il s'agissait pour la Principauté d'une visite de courtoisie afin d'échanger sur différentes thématiques avec le parlementaire nippon et ses principaux adjoints. Après 15 ans comme directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda continue sa passion pour l'opéra sur différentes scènes internationales. Après les Chorégies d'Orange en juillet, dont il est le directeur, il met désormais en scène plusieurs spectacles de l'Italie à la Belgique. Bonsoir à vous, Jean-Louis Grinda. Bonsoir. Alors c'est vrai, certains profitent de l'été pour partir en vacances et se détendre. Vous, de votre côté, vous vivez un côté, on peut le dire, très professionnel, puisque vous mettez en scène jusqu'au 12 août, notamment Lucia di Lammermoor. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, mon été, effectivement, est studieux. Après les Chorégies d'Orange qui se sont terminées le 24 juillet, j'ai attaqué tout de suite le 25 avec la répétition de Lucia di Lammermoor ici à Macerata, qui est un grand festival italien en plein air avec une très belle histoire, un lieu superbe avec 3000 spectateurs, un grand mur. Et donc, j'ai réadapté ma production que j'avais jouée à Monte-Carlo, créée à Tokyo, jouée à Valencia. Je l'ai réadaptée pour le plein air avec des projections, des choses
assez épatante, je dois dire. Je suis impatient de voir le résultat final. La générale aura lieu jeudi. Alors, concernant encore une fois votre actualité, après quelques jours de coupure, vous reprendrez du service, je crois, du côté de la Belgique pour une nouvelle production, Idoménée de Mozart. Là aussi, est-ce qu'on peut avoir des informations? Oui, déjà la Belgique, c'est un pays cher à mon cœur, parce que j'y ai habité 14 ans, j'ai dirigé l'Opéra Royal de Wallonie là-bas. Et donc, je retourne dans mon cher opéra à l'invitation de son directeur, Stefano Pace, pour faire une nouvelle production d'Idoménée de Mozart. Effectivement, j'ai 8 jours de congé, puis tout de suite, le 23, je commence à répéter. C'est une grande chance parce que, vous savez, moi, quand j'ai quitté la direction de l'Opéra de Monte-Carlo, je ne souhaitais pas prendre ma retraite puisque j'ai un festival, je suis metteur en scène, et puis j'ai d'autres occupations au Conseil national également. Mais voilà, je pensais qu'elle allait faire, ça allait descendre, l'activité allait descendre tout doucement, et puis là, pas du tout. C'est exactement l'inverse, que c'est de plus en plus. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire. Et Idoménée, c'est un opéra de Mozart magnifique. En fait, le directeur de l'opéra là-bas m'a laissé le choix entre 2 titres. Et j'ai pris celui que je ne connaissais pas du tout et donc qui était le plus difficile. Et cet Idoménée, c'est un opéra avec une musique merveilleuse. Mais vraiment merveilleuse. J'avais entendu une fois ou deux comme ça. Je connaissais des airs, mais avec une histoire extraordinaire. Et donc, je suis très impatient de commencer. C'est votre passion, votre amour de l'opéra depuis toujours qui vous pousse encore une fois à toujours continuer et à enchaîner finalement toutes ces belles mises en scène? Bah, je les enchaîne parce qu'on me les demande. Voilà, je ne m'autoproduis pas, mais non, mais vraiment, c'est vrai que c'est beaucoup de chance de faire de sa vie sa passion. Voilà, donc une partie de la passion de ma vie, c'est mon métier de metteur en scène, de faire de l'opéra, parce que j'y fais beaucoup de rencontres, parce que j'apprends beaucoup de choses, toujours maintenant. J'en suis à peu près à 50 productions d'opéra jouées à travers le monde, et j'apprends toujours avec des nouveaux artistes. Alors, j'ai été longtemps le plus jeune, maintenant je commence à faire partie des plus anciens. Mais c'est normal, c'est très bien. Et je m'enrichis beaucoup, surtout maintenant, mon travail de metteur en scène, c'est beaucoup plus tourné vers la musique et vers le travail en profondeur des partitions, ce qui est un enrichissement supplémentaire et qui manquait à ma vie. Donc, je partage beaucoup avec des chefs d'orchestre notamment, et ça, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment primordial. On l'a vu, votre été est très chargé. Et concernant votre rentrée de septembre, quel est le programme pour vous, Monsieur Grinda? Ah ben, très chargé, voilà. Donc, Encore une fois. puisque j'aurai la première d'Idoménée le 20 septembre, si ma mémoire est bonne, et puis ensuite je serai en principauté pour 1 mois et quelques. Puis je réattaque en novembre une nouvelle production de 2 opéras de Ravel, L'Enfant et Sortilège, que j'avais créé à l'Opéra de Monte-Carlo d'ailleurs, et L'Heure espagnole. Et puis ensuite, je voterai les budgets, ou pas d'ailleurs, au Conseil national au mois de décembre. J'aime bien faire flotter ce petit suspense toujours. Et après, à partir de janvier, ben voilà, je réattaque une saison complète avec beaucoup de créations, beaucoup de spectacles et un spectacle notamment pour l'Opéra de Monte-Carlo au mois de mars. Merci beaucoup à vous, Jean-Louis Grinda, d'avoir été présent avec nous sur notre antenne pour nous parler de votre actualité très chargée. Merci. Après l'opéra, nous nous intéressons au 7e art. Tout l'été, le Monaco Open Air Cinéma propose chaque soir les derniers films à l'affiche dans un cadre idyllique. Frédéric Hélion et Jean-Alexandre Dordet vous présentent le concept. Durant l'été, certains hésitent à aller s'enfermer dans une salle de cinéma pour aller voir le dernier film à l'affiche. Le Monaco Open Air Cinéma propose une alternative, des séances en extérieur devant le plus grand écran cinéma plein air d'Europe. Vous avez 3 types de chaises différentes avec un différent standing de confort. Vous avez le plus grand écran en plein air d'Europe. Vous avez un sound system qui est au maximum des capacités pour un cinéma en plein air. Vous avez un bar avec hot dog, cheeseburger, boissons, cocktails et vins. Et voilà, c'est à peu près tout pour une expérience cinématographique au maximum. Tous les soirs, un film est à l'affiche, en VO, sous-titré en français. Les incontournables de l'été, comme Barbie, Oppenheimer ou encore Indiana Jones. Lundi soir, le public a pu découvrir le dernier Mission Impossible, Dead Reckoning. C'est une expérience quand même assez unique par rapport à la salle où on a l'habitude d'aller tout le temps, donc ça fait plaisir de tester ça, quoi. C'est la première fois où vous avez déjà justement testé ce format-là? Alors moi j'ai déjà testé à Villefranche-sur-Mer, donc juste à côté, en plein air, plusieurs fois. Et à chaque fois c'était super sympa. C'est en plein air
Et puis effectivement, il y a toujours des programmes très intéressants. Mission Impossible, de toute façon, c'est un film à grand spectacle et ça plaît à tout le monde. This is my second time and I really enjoy it, so that's why I came again. Capacité du Monaco Open Air Cinéma, 500 places, attention, il n'est pas possible de faire de réservation. Et s'il n'est pas possible pour vous de réserver votre place pour le cinéma en plein air, vous pourrez cependant réserver votre ticket pour assister au match de l'AS Monaco FC. Ce week-end, c'est la reprise de la Ligue 1 Uber Eats avec une rencontre face à Clermont pour Monaco dimanche à 15 h. Les supporters rouges et blancs bénéficieront cette année d'une nouveauté billetterie. Ainsi, 100% des matchs seront commercialisés sur la billetterie en ligne du club. L'achat de cette contre-marque garantit donc systématiquement une place en secteur visiteur. L'AS Monaco a aussi mis en place un fil de conversation WhatsApp pour permettre à ses supporters d'avoir toutes les informations utiles pour venir supporter l'équipe au Stade Louis II comme à l'extérieur. Alors pour rejoindre ce groupe, vous pouvez retrouver directement toutes les informations sur le site internet officiel de l'AS Monaco FC. Si la journée vous préférez vous prélasser à la plage, il vous est possible de vous rendre à des expositions le soir. Ce jeudi, venez découvrir la nocturne de la Villa Paloma. L'entrée est d'ailleurs gratuite de 19 h à 21 h pour l'exposition Georges Condo Humanoïde. Et à partir de 18 h, une sélection de boissons et d'antipastis sera proposée par l'équipe du Camion Valentin. Je vous rappelle également que vous pouvez venir visiter l'exposition Monet en pleine lumière en nocturne tous les jeudis jusqu'à 22 h au Grimaldi Forum. Vous attendez, c'est vrai, vos vacances chaque année avec impatience. C'est l'occasion de se reposer, mais aussi de déconnecter. Alors, comment passer les meilleurs congés de votre vie? Bastien Wagner est coach en épanouissement et il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est la bonne longueur selon vous de vacances? Faut-il partir plusieurs semaines ou seulement quelques jours? Quelle est vraiment la longueur idéale? Alors, la longueur idéale, ça va dépendre des possibilités des gens, mais ce qu'on sait après la recherche scientifique, c'est qu'au-delà de 8 jours, on n'a pas d'effet supplémentaire sur le bonheur et la détente. Donc, si on peut partir une semaine, c'est bien, un petit peu plus. Au-delà de 2 semaines, tant mieux si on a le temps et qu'on peut se le permettre, mais ça ne va pas forcément avoir d'effet positif en plus. Qu'est-ce que vous pensez également des vacances fragmentées, de ces gens qui préfèrent justement partir plusieurs petits week-ends plutôt qu'une longue semaine ou 2 longues semaines? Ça peut être une bonne idée pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, justement, et au cas où certaines vacances se passeraient un petit peu moins bien, d'avoir d'autres opportunités dans l'année de prendre du plaisir, de se détendre et de s'aérer un peu l'esprit. Les vacances, c'est vrai, sont souvent synonymes un petit peu de déconnexion. Comment réussir à bien récupérer pendant les vacances? Quels sont vos conseils? Alors, pour bien récupérer pendant les vacances, il faut déjà bien doser l'organisation. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes, on peut avoir envie de bien organiser assez précisément à l'avance si on est un petit peu stressé et qu'on a juste envie ensuite, sur place, de profiter et de suivre un déroulé. Et pour d'autres personnes, au contraire, elles vont préférer plutôt avoir un emploi du temps très très ouvert et le faire en fonction de leur feeling une fois sur place. Donc ça, c'est plutôt adapté en fonction des personnalités et des possibilités qu'on a. On est tous, c'est vrai, à la recherche du bonheur et qui plus est, lorsque l'on veut partir en vacances, on a énormément d'attentes concernant les périodes de congés que l'on attend souvent impatiemment tout au long de l'année. C'est quoi, selon vous, le bonheur en vacances? Alors, le bonheur en vacances, encore une fois, c'est comme le bonheur tout court, ça dépend des personnes et de ce qu'on met derrière. Mais d'une manière générale, le bonheur en vacances, c'est d'avoir des activités qui vont nous changer un peu l'esprit, de changer d'air. Donc, c'est bien de pouvoir partir et de changer d'environnement quand on peut se le permettre. Et ensuite, en fonction de ce qu'on aime faire, ça peut être découvrir de nouvelles choses, faire des activités sportives ou au contraire se relaxer et en profiter pour se détendre complètement. Et là, ça va dépendre des individus. Les destinations, pareil, vous allez peut-être me dire que c'est subjectif, mais qui sont peut-être les plus bénéfiques, la mer, la montagne, la ville? Les destinations, c'est pareil, c'est subjectif. Après, c'est bien de changer d'environnement. Si vous êtes tout le temps en ville, par exemple, toute l'année, c'est bien de pouvoir être dans un environnement assez différent. Donc, ça peut être la campagne, la montagne, la mer, en fonction de ce qu'on aime. Et surtout, l'idée, c'est d'éviter le stress. Donc, si on part au bord de la mer et que pour aller, par exemple, à la plage, on tourne 1 heure pour se garer, etc., c'est pas forcément une bonne idée. Donc, il vaut mieux essayer d'anticiper un petit peu tout ça pour qu'une fois sur place, on puisse vraiment pleinement profiter des vacances et ne pas se rajouter du stress. Comme ça, quand on revient, on est un peu plus détendu et plus efficace.
Je fais appel à vous, ce sera ma dernière question en tant que spécialiste. S'il y avait un seul conseil à donner à nos téléspectateurs pour qu'ils profitent vraiment de leurs vacances, lequel ça serait? Un premier conseil, c'est anticiper, un peu planifier ses vacances. On tire déjà du bonheur et du plaisir dans le fait de prévoir les vacances, de commencer à se projeter. Une fois sur place, c'est se faire plaisir, de faire des choses qui nous intéressent, qui nous détendent, qui nous relaxent et qui nous font découvrir d'autres choses. Et surtout, anticiper aussi le retour et se bloquer des jours au bureau où on va pouvoir ensuite vraiment pas être dérangé, pas avoir de rendez-vous pour revenir tranquillement dans le monde du travail parce que sinon l'effet peut très vite s'estomper, voire au contraire, recréer un stress plus important qu'avant le départ. Donc c'est important aussi de penser au retour. Merci beaucoup à vous, Bastien Wagner, d'avoir répondu à toutes nos interrogations autour du bien-être pendant les vacances. Merci. Nous l'avions rencontré en 2019, Emmanuel Serrano, un jeune lycéen de la Principauté, venait d'obtenir son bac et rêvait d'aller étudier au Berklee College of Music. C'est l'une des plus prestigieuses écoles de musique au monde qui se situe à Boston. 4 ans plus tard, Emmanuel est de retour en Principauté avec son diplôme en poche. Frédéric Hélion est allé découvrir le rêve américain de ce jeune homme. Rencontre. C'est le genre de belle histoire tout droit sortie d'un film ou d'un conte de fées. Il y a 4 ans, Emmanuel Serrano, lycéen en Principauté, et tout juste bachelier, rêve d'étudier au Berklee College of Music, une prestigieuse université située à Boston. Après une audition réussie, un obstacle de taille se dresse sur la route de son rêve américain, boucler le financement du premier semestre. Grâce à un bel élan de solidarité et une campagne de crowdfunding, Emmanuel part à Boston et y brille pendant des années. Après avoir terminé ses études il y a 3 semaines, le jeune musicien est revenu en Principauté pour un mois avec son diplôme en poche. C'était une aventure incroyable sur tous les plans humains, sociaux et d'un point de vue musical, j'ai accompli des choses et vécu des choses qui sont absolument incroyables. Berklee, c'est une des principales universités musicales. On a l'avantage de travailler avec des artistes et des professeurs de très grande qualité. On a un matériel assez incroyable. Moi, j'avais un studio où je travaillais, c'était 2,5 millions de dollars d'équipement. Voilà, en 4 ans, j'ai eu très rapidement la chance de collaborer avec de très grands artistes et très grands producteurs, notamment Rob Lewis, qui est le producteur de Christina Aguilera. Il travaille sur Nickelodeon avec un grand nombre d'artistes que tout le monde connaît. Et c'est vrai que le fait de pouvoir évoluer aux alentours de ces personnes-là, ça permet de vraiment se développer et d'apprendre. Le jeune artiste a pu compter dès le début de l'aventure sur le soutien de 4 parrains et mentors, Robert Boisbouvier, François Ortelli, Marc Moreau et David Sirour. Ce dernier, alors président de la JCE, rencontre Emmanuel lors du concours Graines d'entrepreneurs. 5 ans plus tard, c'est l'heure des retrouvailles. Tous les jeunes devraient pouvoir aller au bout de leurs rêves quand ils y croient sincèrement. Et donc voilà, pour nous, c'est une fierté immense d'avoir vu ce jeune homme évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, nous, on a donné l'impulsion, on a essayé de l'aider sur les premiers mois, mais il a pris le relais parce qu'il a travaillé dans le campus. Tous les gens là-bas l'adoraient. Il a été au tableau d'honneur tous les 6 mois et donc il a eu des bourses qui se sont déclenchées. À Monaco aussi, il y a une chaîne de solidarité énorme à travers des amis, le Lions Club de Monaco et d'autres. Tous les gens ont donné, ont essayé de l'aider, que ce soit en billets d'avion, que ce soit en argent ou en matériel informatique. Et de bout en bout, ça lui a permis d'aller au bout, mais il en est grandement responsable. Dans les prochaines semaines après son break à Monaco, Emmanuel Serrano va retourner aux États-Unis et s'installer à Los Angeles. Avec sa double casquette artiste-producteur, il discute actuellement avec plusieurs labels et va pouvoir étudier les différentes demandes pour poursuivre une carrière prometteuse. Désormais, la nature inspire les plus grands chefs. Ils sont de plus en plus nombreux à décorer leurs assiettes avec des fleurs colorées. En plus de sublimer leurs plats, les fleurs peuvent également servir de substitut à certains aliments. Depuis plusieurs années, Ève Vernis fournit au chef monégasque ces fleurs comestibles. Yannick Debever est allé la rencontrer. C'est à Menton, juste derrière l'église Jeanne d'Arc, que Ève Vernis a décidé de lancer sa culture de fleurs comestibles. Une activité lancée il y a quelques années et qui est aujourd'hui fortement plébiscitée par les chefs cuisiniers. Alors les fleurs comestibles, ça existe depuis toujours. On les voyait sur les tables des rois à l'époque. Et ce qui a démocratisé les fleurs comestibles à l'heure actuelle, ce sont les émissions comme Top Chef. Et puis surtout, on a des nouvelles générations de chefs qui voyagent beaucoup et qui vont comme aux Philippines, comme au Vietnam. Et là-bas, les fleurs, c'est chose courante.
Ève fournit de plus en plus de restaurants dans la région, de Nice à Vence, en passant par Monaco bien sûr. Quand je vois mes fleurs sur un plat, c'est une belle réussite pour moi parce que la fleur, elle est symbole quand même de joie, de paix, d'amour. Et pour moi, c'est un peu un petit clin d'œil à l'humanité. C'est se réapproprier le végétal qui a été assez négligé. Hein. On ne sait plus le nom des fleurs aujourd'hui. Et là, on ramène un peu cette culture botanique. Le petit bégonia, ça c'est vraiment la princesse des fleurs. Elle a une petite saveur acidulée. Elle a vraiment un petit goût acidulé, un petit goût de bonbon, comme quand on était petit. Ah bah, il y a un joli petit bourdeau empereur là. On a le genêt à balai, alors à manger en petite quantité celui-ci. Et ça a vraiment la saveur de la fève. Les petites pensées là ont un petit goût de noisette, très sympathique. Et puis on a des couleurs extraordinaires. Je crois que c'est une des fleurs numéro 1. Une des fleurs les plus sollicitées en France, de par sa beauté, de par sa finesse. Les fleurs comestibles représentent une manière élégante d'apporter différents goûts dans une assiette, que ce soit entrée, plat ou dessert, une palette gustative presque infinie. Vos prévisions météo avec Frédéric Hélion avant de refermer ce journal. Toujours un grand ciel bleu, je crois, Frédéric. En effet, Julia, on ne change pas une équipe qui gagne. Quelques rares nuages seront vite balayés par le vent. La journée sera ensoleillée avec des températures qui oscilleront entre 19 et 26 degrés. Pour les baigneurs, l'eau sera à 25. Jeudi 10 août, vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les Laurents. Aujourd'hui, la Saint-Roman a été célébrée en principauté. Notre photographe Stéphane Dana s'est donc glissé au milieu des festivités et plus précisément au cœur des aubades et de la messe religieuse. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Demain, vous retrouvez Christophe Paco à la présentation de ce journal. Très belle soirée sur notre antenne. À très bientôt.